Aujourd'hui, Christelle Rigolier va nous parler d'augmentation du chiffre d'affaires, d'amélioration de la rentabilité grâce à deux leviers qu'elle a détectés et qu'elle va nous présenter tout de suite. À toi, Christelle. Merci Thierry. Donc, en effet, ici, on parle souvent de croissance d'entreprise, de sens aussi. Et par rapport aux entrepreneurs que j'ai autour de moi, ce que la plupart d'entre eux cherchent, c'est à développer leur entreprise et de façon durable, a priori. Et donc, forte de ces échanges avec tous ces entrepreneurs, des accompagnements que j'ai pu faire, je voulais vous présenter aujourd'hui deux leviers puissants, d'après moi, pour augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité, deux leviers qui ne sont pas forcément intuitifs. Cette conférence, elle est plutôt destinée aux entrepreneurs, aux start-upers qui sont dans un milieu en forte croissance. Donc, je pense notamment au domaine de la santé ou de l'IT et qui ont déjà trouvé leur marché. C'est-à-dire que peut-être ça va moins parler à ceux qui sont en quête de leur marché. Donc, ceux qui ont déjà trouvé leur marché et qui ont, on va dire, une équipe au moins d'une douzaine de collaborateurs. Ça peut aussi s'adresser aux entreprises beaucoup plus grandes et qui veulent rester compétitifs face à ces nouveaux arrivants, à ces nouvelles entreprises, etc. Donc, la plupart de ces entrepreneurs ont quand même un gros problème. Je ne sais pas si c'est Gérald ou est-ce que tu peux couper ton micro, on entend les… Non, oui. Merci. Yes, merci. Du coup, la plupart ont un gros problème. Hier, j'en discutais avec Antoine. Antoine, il est média buyer, ça fait partie de ces nouveaux métiers pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'il il est spécialiste de la publicité sur les médias sociaux. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait ça. Et ce qu'il observe, c'est des millions de data qu'il a, c'est que les coûts de pub sur les médias sociaux doublent chaque année. Et donc, forcément, si les entrepreneurs utilisent la pub sur les réseaux sociaux, la rentabilité va baisser inexorablement. Ça va coûter de plus en plus cher d'acquérir un nouveau client. Et pour ceux qui ont recours à plutôt l'inbound marketing et de façon organique, ça va être pareil puisque vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les moyens numériques pour leur marketing. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour être visible. Le constat, c'est que l'acquisition d'un client coûte vraiment de plus en plus cher. Et pour dépasser ce challenge, la plupart des entrepreneurs mettent quand même leurs œufs, donc ils investissent sur comment obtenir de nouveaux clients, et donc ils investissent beaucoup. Ces médias buyers, c'est un métier qui a le vent en poupe parce qu'on veut faire de la pub sur, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Google. Et aujourd'hui, ils mettent à peu près, c'était la discussion avec Antoine hier, ils mettent environ 80% de leur focus là-dessus. Comment acquérir de nouveaux clients? Donc, première question pour ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que vous savez clairement, est-ce que vous avez calculé le coût d'acquisition d'un nouveau client? Et parce qu'à chaque fois que vous allez… Ouais, Thierry, tu veux parler? Oui, mais quand j'ai monté WeSeed, au tout début, notre coût d'acquisition client, c'était 500 €. Ouais, et aujourd'hui, tu sais? Oui, je pense qu'on a baissé, mais ça reste cher parce que nos mots-clés sont extrêmement chers. Ils sont achetés par les banques et les mutuelles, les choses comme ça. Donc, du coup, c'est des mots-clés qui coûtent très cher. Mais quand même, vous n'avez pas observé, vous, cette augmentation du coût d'acquisition d'un nouveau client? J'ai discuté avec des banquiers. Les banquiers, aujourd'hui, acquérir un client pour une banque, c'est autour de 700 €. En utilisant les moyens médias classiques. C'est pour ça que quand ils font des offres à 150 € pour le parrain et 150 € pour le filleul, finalement, ça leur coûte quand même moins cher que ça en faisant ce type d'offre. En effet, donc beaucoup de personnes, c'est ce que tu décris, beaucoup d'entrepreneurs cherchent comment acquérir de nouveaux clients et c'est une bonne question.
Mais peut-être qu'il y en a d'autres questions qui pourraient être encore plus pertinentes. Si vous suivez ce coût d'acquisition client et que vous voyez qu'il augmente, c'est qu'est-ce qui permettrait à un client de racheter chez vous? Qu'est-ce qui permettrait à un client de rester chez vous à vie? Et donc ça, il y a des bouquins qui évoquent ce changement de paradigme en termes de questions, c'est-à-dire ce qui donne de meilleures réponses, c'est surtout d'avoir de meilleures questions. Donc, qu'est-ce qui pourrait permettre à un client de racheter chez vous? Qu'est-ce qui pourrait permettre à un client de rester à vie chez vous? Et donc, l'idée, c'est d'augmenter, le panier moyen. Donc, comment votre client, vous allez le servir encore mieux? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer qui va lui permettre de se sentir encore mieux servi? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui va lui permettre de rester chez vous le plus longtemps possible? Et la réponse, elle est dans de quoi il a besoin, en fait. Une fois que vous l'avez servi avec votre offre actuelle, votre service ou votre produit, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir en plus? Alors peut-être, ça demande de réfléchir. Est-ce que ça peut être un abonnement pour la maintenance ou j'en sais rien. En tout cas, c'est la question que je vous invite à vous poser vraiment sérieusement. Et ça, c'est The Road Less Stupid qui fait ce focus-là sur les bonnes questions à se poser. Et ça m'évoque aussi l'idée, parce que ce qui dit aussi dans ce bouquin, c'est que du coup, il y a deux options. Si on comprend que les coûts d'acquisition avec l'augmentation de la concurrence, l'augmentation des coûts de pub, de plus en plus de personnes sur les réseaux, la visibilité de plus en plus difficile à acquérir, soit on peut jouer pour réduire ces coûts d'acquisition. Tu vois, Thierry, c'était l'exemple que tu as donné pour la banque. Par exemple, comment on peut acquérir de nouveaux clients à moindre coût, comment on peut peut-être améliorer notre processus de vente, rendre nos commerciaux meilleurs, ou on peut aussi changer le focus et mettre vraiment ce focus-là sur OK, et si on gardait nos clients à vie? Et ça me fait aussi penser à Simon Sinek. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il parle, Simon Sinek, du joueur, de jouer au jeu infini. C'est-à-dire, on ne joue plus pour gagner, on joue pour la pérennité. Et je crois que, il fait la différence entre un jeu fini comme le baseball ou le football, où il y a une équipe qui est définie, des règles qui sont définies et une fin de jeu qui est définie. Sauf que l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment ça, en fait. Le terrain, il évolue, les joueurs, ils évoluent, les règles, elles évoluent, et tout évolue. Et du coup, si on veut pérenniser son entreprise, eh bien, faut jouer à ce jeu infini. Et comment on fait? Eh bien, en mettant le focus sur comment garder ses clients à vie. Et alors, comment on fait ça? Parce que vous avez compris que si vous ne faites pas ça, en réalité, ceux qui vont jouer le jeu infini, forcément, ils vont être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors que ceux qui jouent pour gagner des clients à court terme, en fait, ils ne seront plus là. Et puis, ils vont s'essouffler à vouloir tout le temps acquérir des clients. Et c'est comme lutter contre le courant. De toute façon, la concurrence est de plus en plus rude. Et c'est comme aller dans le sens inverse du courant. C'est que si on lutte contre ça, on va s'épuiser. La rentabilité, dans tous les cas, elle va chuter. Donc, allons dans le sens du courant. OK, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a de plus en plus de coûts, les coûts de pub augmentent, etc. Donc, pensons différemment. Comment mieux conserver ses clients? Comment, la première question, la seconde question, c'est comment mieux servir ses clients pour les conserver. J'imagine que vous êtes d'accord là-dessus. Le client qu'on sert bien et qui trouve un intérêt à rester chez nous, il va rester parce qu'on le sert, parce qu'on répond à ses attentes. Et donc, comment on fait ça? Tout simplement en écoutant ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent, en accueillant leurs frustrations. Alors, personnellement, par exemple, moi, j'étais partie vraiment pour accompagner des entrepreneurs à titre individuel.
Et puis, la plupart des entrepreneurs, ils voulaient que j'accompagne leurs équipes. Et donc, au départ, je disais, non, non, moi, je n'accompagne que l'entrepreneur. Mais à force de l'entendre, je me suis ouverte à cette frustration qui OK, c'est bien beau, Christelle, tu m'accompagnes dans devenir meilleure et mieux accompagner moi-même mes équipes, mais si tu les accompagnais, ça m'aiderait, ça irait plus vite. Donc, c'est finalement ce que je propose aussi, c'est du « et ». Et oui, ça leur permet, du coup, ça m'a permis, en tout cas, de renouveler des contrats avec des clients qui, a priori, j'avais déjà transmis l'essentiel de ce que j'avais à transmettre. Bon, ça, c'est mon exemple perso, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Et voilà, donc, comment mieux servir vos clients en écoutant ce qu'ils veulent et en leur donnant ce qu'ils veulent. Et comment savoir ça? Alors, soit vous êtes en interaction directe avec le client et vous pouvez leur poser la question, soit c'est en demandant à vos collaborateurs qui, eux, sont en interaction avec les clients, ce que veulent vraiment les clients. Et là, c'est pareil dans The Road Less Stupid, il dit qu'il y a 2 questions essentielles à poser aux collaborateurs, qui est de leur poser, je ne me rappelle plus exactement les 2 questions, mais en gros, c'est de demander des idées aux collaborateurs, en fait. Parce que ceux qui sont en interaction avec le client ont cette connaissance-là. Et donc ça, c'était la première grande idée pour augmenter sa rentabilité, son chiffre d'affaires, c'est de mettre le focus. Et au lieu de faire 80% du focus sur comment acquérir de nouveaux clients, c'est garder 20% du focus là-dessus, parce que c'est quand même essentiel d'obtenir de nouveaux clients. Mais c'est mettre 80% du focus sur OK, comment j'améliore mes services, comment je réponds encore mieux aux clients, comment j'évolue moi pour servir mes clients à vie. Et la deuxième grande idée, et si vous avez compris que ça coûte cher d'acquérir un client et que du coup l'idée c'est de le conserver, et c'est la même chose pour vos collaborateurs. Parce qu'en réalité, le coût d'un recrutement raté, donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été faites sur le sujet, le coût d'un recrutement raté, c'est au bas mot 50 000 €. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs, mais là vous en prenez 100 billets de 500 € et vous les brûlez à chaque fois qu'un collaborateur part. Que ce soit pour entente mutuelle, que ce soit parce qu'il veut changer de boîte pour gagner plus, enfin, peu importe la raison en fait. Et sans compter, ça c'est sans compter tous les frais de prud'homme, les arrêts maladie, etc. Donc, la deuxième grande question, c'est comment conserver vos meilleurs talents plutôt que de chercher à acquérir de nouveaux talents. Et ce que j'ai dit au début, ça s'adresse surtout à des entreprises dans des secteurs en croissance parce que on peine en fait à trouver des gens qui sont excellents. Alors, je pense à l'IT. Moi, j'ai des clients qui ne s'appellent pas Google ni Apple. Donc, trouver des gens excellents quand on est une entreprise toulousaine, ce n'est pas facile. Et donc, oui, ça, c'est 20% du focus là-dessus, mais 80% du focus, c'est comment conserver ses meilleurs talents et comment les faire grandir plus vite que la croissance du marché, c'est-à-dire pour leur permettre à eux d'évoluer sur leurs compétences et leur offrir une organisation qui leur permette de répondre à leur motivation profonde, en fait. Pourquoi ils font ce métier, pourquoi ils vous ont rejoint à la base, et leur poser à eux aussi, de la même façon qu'on pose aux clients la question de comment mieux te servir, pareil, poser aux collaborateurs la question comment mieux te servir. Et mon expérience en la matière, c'est que les collaborateurs, de plus en plus, ils n'ont plus envie d'être dans des entreprises où ils reçoivent les ordres, où c'est du top-down. Et donc, une autre façon de gagner en rentabilité sans augmenter la masse salariale ni son budget marketing, c'est d'optimiser ce qu'on a déjà, c'est-à-dire d'optimiser l'équipe, d'optimiser son organisation. Donc, historiquement, on connaît tous le pyramidal et c'est juste légitime parce que cette organisation-là a prouvé son efficacité pour exécuter de façon rapide dans un monde stable. Et ça, c'est l'idée essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde n'est plus aussi stable. Et à chaque fois qu'on a un changement, plus la pyramide est grosse, plus la pyramide s'apparente à un paquebot. Et donc, chaque virement de bord va demander une inertie qui peut vraiment être fatale à l'entreprise et amener l'entreprise à heurter un iceberg. Et ce qui fait que, par exemple,
Bon, après, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais Kodak aujourd'hui n'existe plus, alors que c'était un paquebot, en fait, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement du numérique. On a essayé le matriciel, donc on s'est dit, OK, juste le pyramidal, comme ça ne va pas. On a essayé le matriciel, donc on va mettre du transversal en plus de l'horizontal. Sauf que le problème, c'est que ça crée des silos. Les gens ne communiquent pas forcément d'une BU ou d'une business line ou de ce que vous voulez à l'autre. Et donc, organisation pas optimale. Il y a aussi des gens qui croissent petit à petit et qui ont des valeurs plutôt humanistes et qui ont entendu parler d'entreprises libérées et qui se disent nous, on veut être une entreprise libérée, on va fonctionner en mode libéré, c'est-à-dire en réalité en mode tribal, c'est-à-dire comme une tribu, on laisse les gens faire. Mais attention, dans ce type d'organisation qui est beaucoup plus agile, en réalité, il y a aussi de grosses ornières parce que en fait, on ne va pas avoir de process, de structure. Et ce que j'observe des cas que je connais, des entreprises de ce type-là, c'est des prises de pouvoir. Donc, il y a tout le temps, ça c'est l'humain est fait comme ça, il y a tout le temps des fortes personnalités ou des stars techniques, ça peut être des stars techniques, ou des fortes personnalités qui vont prendre le lead. Et du coup, s'il n'y a pas de structure autour de ça, en fait, on peut se dire que c'est une entreprise libérée, mais ça n'en est pas. Et il va y avoir des prises de pouvoir jusqu'à ce que les gens partent parce qu'ils ne supportent plus en fait, ce qui se passe dans l'entreprise au niveau humain. Voilà. Donc, après, il y a un autre phénomène que moi j'observe parmi les entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est cette roue de OK, j'ai une équipe, je progresse, je vois qu'ils ne donnent pas suffisamment satisfaction, donc on s'en sépare, on recommence avec une autre en se disant ce n'était pas les bons. En réalité, le turnover, c'est quand même un très bon indicateur du climat social de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très, très bon d'avoir un turnover égal à 0. Je ne dis pas de garder tous vos collaborateurs à vie, mais il y a vraiment cette notion que un turnover excessif est vraiment pas bon. Et la meilleure question pour savoir si c'était les bonnes personnes qui sont montées dans votre bus, à bord de votre bus, et là je fais référence au premier podcast qu'on avait fait, ce sont les valeurs. Donc, si les personnes qui sont dans votre entreprise ont les mêmes valeurs que vous, et donc je vous invite là à les définir, qui portent la même mission que celle de l'entreprise, donc là aussi, je vous invite à mettre de la clarté là-dessus, eh bien, ce sont les bonnes personnes. Et s'il manque de compétences, en réalité, OK, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui coûtera certainement moins que les 50 000 €, c'est-à-dire de les entraîner sur les compétences, de les rendre meilleurs, que ce soit sur le côté savoir-faire ou savoir-être. Et après, j'ai envie aussi de vous parler de Claude Onesta, quand je parlais tout à l'heure de star, donc l'entraîneur de l'équipe de France de handball qui a été championne du monde. Et en fait, lui, il disait qu'il ne prenait pas de star dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que ça empêchait les joueurs de jouer collectif. Et j'accompagne une entreprise en ce moment où, en effet, la star... il y a eu comme un accord commun qu'elle est partie. Et donc, le dirigeant était très inquiet parce que voilà, c'était le meilleur commercial, en gros. Mais en réalité, ça permet aux autres maintenant de jouer collectif. Et donc, on met en place une organisation différente. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est de passer de la pyramide, donc du top-down ou de la matrice au réseau. Ce que moi, j'appelle une organisation neuronale. Donc, c'est une organisation tout à fait différente qui va permettre aux collaborateurs qui sont là de s'épanouir, qui va donner aussi un vrai atout à l'entreprise qui est dans un secteur en concurrence pour attirer de nouveaux talents. Il y a énormément d'entreprises qui sont passées sur ce modèle-là et dont on parle dans beaucoup de bouquins. On a parlé dans un podcast aussi de Campus CEO de Reinventing Organization, notamment d'une entreprise qui s'appelle Buurtzorg, qui aux Pays-Bas, tous les infirmières qui sont dans ce secteur-là veulent bosser pour cette entreprise. En fait, elle ne cherche pas à recruter, simplement l'entreprise qu'elle est devenue attire de façon naturelle ces nouveaux talents et c'est vraiment un moyen de vous démarquer au-delà des salaires.
faut savoir que les salaires, c'est un facteur de motivation extrinsèque. Donc, c'est quelque chose extérieur à la personne, comme une carotte. Et la carotte, ça a un intérêt à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Donc, si vous recrutez uniquement vos meilleurs talents en leur proposant un salaire mirobolant, un jour, une autre entreprise leur proposera mieux et ils partiront. Donc, voilà, faut en être conscient, c'est un facteur de motivation extrinsèque et donc pas long terme. Les facteurs de motivation intrinsèque, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'adéquation de la mission de la personne avec la mission de l'entreprise et aussi son épanouissement dans une structure, donc qu'elle se sente responsable. Donc, la solution, j'ai dit passer en organisation neuronale, ça va être quoi concrètement? Comment on va faire ça? Ça va être des petits cercles qui vont être autonomes, qui vont avoir, alors, en fonction de la structure de l'entreprise, en gros, c'est des cercles de maximum 10-12 personnes qui ont chacun des responsabilités bien définies, la mission du cercle est bien définie, chacun fonctionne en autonomie, le mode de prise de décision est clairement défini. Par exemple, ça va être à chaque fois qu'il va y avoir une décision, une personne va avoir la pleine autonomie et ne va pas forcément en référer au CEO ou au responsable hiérarchique, mais va consulter l'ensemble des parties prenantes, par exemple. Et donc, ça va permettre aussi de jouer en équipe, de faire fonctionner l'intelligence collective quand il y a des décisions à prendre. Il va y avoir des leaders et non plus des responsables hiérarchiques et aussi des coachs, du coup, pour faire grandir les équipes plus vite que les clients, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc tout ça, en fait, ça ne s'improvise pas vraiment. On peut essayer si on est vraiment motivé. Il y a plein de littérature sur le sujet. Mais moi, je vous encourage, ceux qui sont tentés par cette transformation-là, ce deuxième levier, du coup, qui est la transformation de l'organisation, pour vraiment faire grandir ses meilleurs talents et les conserver aussi, de vous faire accompagner par des gens qui font ça. C'est quoi les bénéfices de cette transformation, au-delà du coup d'augmenter la rentabilité et le chiffre d'affaires? Pourquoi d'ailleurs ça va augmenter la rentabilité et le chiffre d'affaires? Les joueurs qui jouent en équipe, vraiment, forcément, on a été champion du monde en handball, ça amène l'équipe à gagner, en fait. Le CEO, il a moins de responsabilités, c'est-à-dire qu'il a... Je ne sais pas si vous connaissez cette image des petits singes qui sont sur les épaules du dirigeant, du CEO. Il a tout à gérer, toutes les décisions à prendre. Et en fait, il va les répartir, ces responsabilités-là. Donc, il va se sentir allégé en termes de charge mentale. Donc, il va avoir plus de sérénité. Il va se sentir soutenu par ses équipes. Parmi les 2 entreprises que j'accompagne dans cette transformation, c'est vraiment ce que j'entends. C'est waouh, le dirigeant, il est lui-même épaté par à quel point ses équipes le soutiennent. Du coup, forcément aussi plus de temps. Les gens qui travaillent dans ces genres d'équipes sont plus motivés, ils sont plus engagés parce qu'ils sont conscients des enjeux de la vision. Il y a tout un champ de travail autour de la vision d'entreprise qui n'est plus uniquement dans la tête du CEO, mais qui est partagé et enrichi par l'équipe. Ça augmente la performance des équipes. L'efficacité globale, elle est reconnue au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Et voilà, donc après, j'ai entendu Henri Shelley, là, il n'y a pas plus tard que 10 jours, qui faisait une intervention sur l'entreprise libérée. C'est lui qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle L'entreprise libérée. Et lui, il est radical. Il dit les entreprises qui n'auront pas évolué en termes d'organisation vont être remplacées dans les 10 ans qui viennent par ceux qui auront fait ce changement-là, parce qu'ils seront devenus imbattables. Et donc là, on revient à l'idée de Simon Sinek et de ce jeu infini. Donc voilà, pour moi, c'est juste un changement aussi essentiel pour assurer la pérennité, au-delà du gain court terme qui est d'augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité, aussi parce qu'on va supprimer des postes juste intermédiaires. Et donc, mathématiquement, en fait, en supprimant un responsable hiérarchique, en répartissant les responsabilités, on avait évoqué, je crois que c'est chez Burtork, ils sont genre entre 10 et 20 au siège pour 30 000. Je ne sais pas si tu te rappelles, Thierry, les chiffres.
en termes de poids de masse salariale de ces responsables hiérarchiques, c'est ridicule en fait. Tu te rappelles des chiffres? Oui, je me souviens plus des chiffres, mais effectivement, il me semble qu'ils étaient une vingtaine au siège, hein, et dans un siège d'ailleurs qui était pas un siège très luxueux, au contraire des agences ou des lieux où ils recevaient leurs clients, qui eux étaient beaucoup plus luxueux que tout ça. Ouais. Voilà, alors c'est vrai qu'en ce moment, j'accompagne 2 entreprises à ça. Alors très, très drôle, parce qu'une très petite entreprise et à côté une entreprise qui a plus de 700 personnes. Et avec la petite entreprise, donc pour dire que ça marche avec tout type de taille, en fait, la taille n'est pas un critère, le critère c'est plutôt la croissance en fait, et l'envie du dirigeant de faire cette transformation. En tout cas, on a fait cette semaine, pas plus tard que c'était mardi, décision collective en équipe de la redéfinition de la rémunération. Et donc, on sentait bien qu'on marchait sur des œufs parce que c'est uniquement en France, mais c'est un sujet vraiment sensible, la rémunération. Et moi, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que moi, on avait préparé le sujet avec le CEO. Lui, il avait identifié où étaient ses limites, mathématiquement, enfin plutôt financièrement parlant. Et il était présent, donc on a fait travailler l'équipe en intelligence collective sur voilà, quel est le mode, c'est-à-dire ce n'est pas juste les montants, hein, c'est comment, qu'est-ce qui nous permettrait à nous de nous sentir encore plus motivés, engagés, et notamment sur la rémunération, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres choses comme la formation. Qu'est-ce qui nous motive en fait à travailler dans cette entreprise? Et les propositions qui ont été faites étaient vraiment, mais plus qu'alignées avec ce qu'avait imaginé le dirigeant. Et le fait que ce soit l'équipe qui propose ça, et du coup, le dirigeant qui valide parce que lui, ça tombait dans ses clous, on va voir la suite, parce que du coup, c'était que cette semaine, mais ça amène quelque chose d'assez magique et transcendantal. Et quand tout le monde est d'accord sur « OK, c'est ça, on va vers ça », c'est assez magique. Voilà, pour résumer, les 2 leviers. Premièrement, du coup, mettre plutôt 20% du focus sur l'acquisition des nouveaux clients et 80% sur conserver ceux qu'on a déjà. Et la même chose pour ces talents à l'intérieur, c'est-à-dire oui, 20%, parce qu'on est en croissance, on a besoin de nouveaux talents. Mais si on met 80% de notre focus sur OK, comment on conserve les meilleurs, comment on les aide à grandir plus vite que les besoins marchés, parce que c'est eux qui savent encore mieux et qui vont savoir encore mieux comment servir les clients, on a là 2 leviers, je pense, hyper puissants pour améliorer sa rentabilité et son chiffre d'affaires. Alors, à vous. Et merci Christelle. Je sens que ça ouvre de futures conférences Campus CEO sur les organisations. Parce que c'est en filigrane. Merci pour ce retour. Ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est que effectivement, les clients, pour garantir la pérennité des clients, il y a de l'upsell aussi, c'est leur proposer des nouvelles choses, etc. Et travailler sur l'offre, c'est vrai, c'est important. Alors, dans le cadre des startups que j'accompagne, comme elles n'ont pas de clients, elles sont en pure acquisition. Voilà, donc ça va durer quelques années. Donc, du coup, effectivement, il faut intégrer aussi cet aspect-là. Pour des TPE, PME, ETI, c'est un peu différent, effectivement. Et dans le cadre d'Upsell, je trouve que ça va bien avec en fait, les nouveaux modes de vente qui sont aujourd'hui. En fait, on est beaucoup sur du mode d'abonnement. Et je crois que même ça s'adresse beaucoup au marché informatique, mais je crois que ça peut s'adresser à beaucoup de choses. Et je pense que ça fait aussi partie de… Alors, tout se discute par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est rentable ou si les clients gagnent, mais je sais que de toute façon, aujourd'hui, l'abonnement est en vogue et va bien avec Upsell. Yes, merci. Christelle. Oui, donc, je suis d'accord sur le fait que fidéliser les clients, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, plus ça va, plus on est sur des logiques de sens, je trouve.
et de culture. Enfin, moi, j'ai un client pour qui, en fait, qui est en modèle SaaS, qui aujourd'hui voit à quel point son équipe et la culture de son équipe a la capacité de garder les clients, en fait. Et on s'est rendu compte dernièrement que le fait d'arrêter de vouloir chercher des avantages concurrentiels, on va dire économiques, était intéressant parce que on peut avoir des logiques RSE, des logiques accompagnement ou implication dans des sujets de société qui vont faire que les clients aujourd'hui vont préférer garder leur fournisseur. Après, j'ai un petit sujet quand même. Vas-y. Ouais, parce qu'en fait, dans cette analyse, au final, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans, donc qui est partie en modèle SaaS avec des abonnements. Et on est vraiment dans une logique de modèle SaaS avec des abonnements peu chers et la recherche du volume. Donc, on sait que la rentabilité ne sera atteinte que si le volume est acquis. Hein. Et le volume, il est loin, quoi, hein, quand même. Et au final, on se rend compte que, comme Thierry le disait, quand on démarre, on n'a pas trop de clients. Donc, on prend les clients qu'on peut et avec des petits abonnements. Puis, petit à petit, plus on grossit, on se dit, mince, on apporte du service, on apporte plus de services. Donc, on peut augmenter les prix des abonnements, on peut augmenter les options, etc. etc. Et tu te rends compte à ce moment-là que garder tes clients, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que vu que tu as eu la capacité d'augmenter ta qualité de service et d'augmenter tes prix, c'est préférable d'aller chercher des nouveaux clients avec un panier moyen plus élevé, alors que tes anciens clients, tu n'as pas la capacité de les passer tous sur des prix parce qu'ils ont l'avantage de la fidélité, en fait. Et donc, tu les as gardés aux abonnements anciens. Donc là, on est passé dans un cap où on s'est dit, quand tu fais le calcul sur Excel, moi, je suis puriste, c'est très facile. Tu as une cellule et tu dis, tiens, si tu augmentes ça, voilà ce que ça donne. Tiens, finalement, les anciens clients, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt embêtants qu'intéressants? Donc, je pense qu'il y a des phases d'évolution où, en effet, fidéliser, c'est pour moi la base, parce que ça veut dire que de toute façon, si tu peux fidéliser, tu as une logique de qualité et ça veut dire que ton service est bon. Par contre, il y a des étapes de développement dans la vie de l'entreprise que moi, j'ai pu observer, mais après, ce sont des cas particuliers. Hein. Tu as tendance à augmenter tes prix. Plus tu prends de l'assurance, plus tu prends de la maturité, etc. Et que là, tu n'as pas la capacité toujours d'augmenter tes clients historiques. Merci pour ta remarque, c'est super intéressant. Et c'est vrai que souvent, on compare du coup on va dire la rentabilité du nouveau client avec la rentabilité du client ancien. Mais combien tu as payé pour acquérir ce nouveau client en termes de marketing, en termes de commerce? Et donc ça, souvent, on oublie de le mettre dans l'équation. Et d'autre part, on croit que le nouveau client, il va partir si on lui dit c'est plus cher. Mais si vraiment on a augmenté le service et si le client historique, il est vraiment bien servi, il peut aller, et tu vois, et si on est vraiment à l'aise de dire, tu peux aller voir ailleurs, mais si il est mieux servi chez nous, parce qu'on a augmenté en termes de qualité, de prestations, etc., il peut accepter aussi de payer plus cher, en fait. En fait, oui. Par contre, tu vois, le cas que c'est un vrai cas d'école, quoi. Ouais. Le cas dont je parle, si tu veux, on est dans un marché qui était au démarrage un marché de niche et puis qui devient assez concurrentiel avec une ou deux startups en face qui ont un peu d'argent et la volonté d'aller chercher des parts de marché. Et en fait, quand tu es dans un marché où face à toi, tu as des gens
qui ont un peu d'argent et la volonté de casser les prix, casser les marchés pour prendre le maximum des parts de marché, et ben, tes clients historiques, tu les gardes et tu les gardes au prix où tu les avais. Et c'est difficile, si tu veux, de jouer sur tous les tableaux, quoi. Donc, l'équation n'est pas toujours évidente. Mais ça dépend aussi du marché, parce que plus ça va, là, plus on est sur des marchés où ça va très, très vite. Beaucoup d'entreprises ont des stratégies très court terme, alors que toi, tu vois, dans ta logique, c'est une stratégie quand même moyen terme et long terme. Ah ben, si tu joues court terme en tant qu'entrepreneur, à long terme, tu es mort. Hein. Enfin, bon, après, ça, c'est... T'en as qui jouent des coups aujourd'hui. Hein. Ouais. Et Thierry, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, je voudrais revenir sur la partie valeur et collaborateurs. Parce que moi, je me rends compte de plus en plus sur la génération Y, c'est vrai, mais sur la nouvelle génération, la génération Z, c'est encore plus vrai, c'est qu'ils abordent le travail d'une façon extrêmement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et qu'aujourd'hui, la notion de valeur compte beaucoup. Alors, c'est très étonnant parce qu'on les sent plus, comment dire, pas forcément plus matures, même un peu moins matures, mais la partie valeur compte vraiment. Et ils posent des questions qu'ils ne posaient pas avant lors des recrutements. Et la notion de salaire, certes, est importante, mais pas forcément le premier point. Donc, travailler cet aspect-là, ça veut dire travailler la RSE de l'entreprise, notamment, maintenant aujourd'hui chez Nubo. Et donc, du coup, j'encourage tous les CEO à poser les valeurs, à mettre ça en avant et vraiment communiquer là-dessus pour la partie recrutement ou pour garder des collaborateurs qui auraient tendance à vouloir partir. Yes, tout à fait d'accord. Mais merci pour votre écoute. Moi, j'invite les CEO qui nous écoutent et qui ont été sensibles à ces arguments, qui ont envie d'aller plus loin, mais voilà, à nous contacter. Et éventuellement, voilà, moi, je veux bien faire un focus sur leur activité pour voir les 3 actions prioritaires à mettre en place par rapport à ça. Voilà, mais merci beaucoup à tous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campus CEO. Merci, à bientôt. Merci.